Alexis Lévrier, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de participer à mon podcast. Moi, je vous suis sur Twitter depuis... Oui, j'appelle ça encore Twitter. Je vous... Merci. Bon, je pense que ça nous situe quand on refuse d'appeler ça X, mais bon, on en parlera peut-être. Donc, je vous suis depuis plus qu'un an, je crois. Et nous, ici, à la balado, avec Philippe de Grosbois, entre autres, on aime beaucoup parler de la relation entre les médias québécois et les politiciens, les politiques, le pouvoir. Vous faites la même chose, c'est votre spécialité. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Reims, historien des médias. C'est ça. Et vous vous intéressez aux liens entre les médias et le pouvoir politique. Et là, je voulais avoir quelqu'un aussi sur place pour un peu nous parler. On va peut-être faire un état des lieux du séisme. Est-ce que c'est un séisme? Est-ce qu'on peut dire que c'est un séisme, cette élection européenne du RN? Alors, il y a eu un double séisme parce qu'il était, personne ne s'attendait. Enfin, on sait que le Rassemblement national progresse année après année et que par ailleurs la majorité présidentielle était sortie affaiblie de l'élection présidentielle et surtout des législatives qu'on suivit en 2022. Donc, on s'attendait à un chiffre très important du RN et à un chiffre faible du président, mais le président pensait quand même être autour de 20%. Et finalement, les sondages ont été tout à fait respectés, c'est-à-dire que sa candidate est à moins de 15%, hein, c'était ce Ouais. qu'annonçaient les sondages, et le RN finit à plus de 30%. Donc ça, c'est un séisme, mais un séisme attendu, prévu par les sondages. Et l'autre séisme, et là, je dois dire qu'on s'est retrouvé en France avec une séquence qui est devenue terrible. Et moi, j'avoue Oui. que ça fait 3 jours que je suis pas redescendu. Ah ouais, D'ailleurs, hein? je tweete beaucoup, justement, je réponds à beaucoup d'interviews. Mais en fait, Ouais. on cogite tous sur cette situation complètement nouvelle d'une dissolution immédiatement consécutive à une élection qui n'engageait pas le destin national. Et le président Macron avait bien dit qu'il ne tirerait aucun enseignement Ouais. national d'un scrutin européen. Ouais. Et une demi-heure après ces résultats, qui sont effectivement mauvais pour son camp, mais qui étaient annoncés par les sondages, Ouais. il décide de dissoudre dans les pires conditions pour lui, pour la gauche, Ouais. et les meilleures conditions qui soient pour l'extrême droite. Donc Ouais. ça, d'un président qui est arrivé, moi c'est un peu ça le cœur de mes travaux pour ce qui concerne le macronisme, c'est-à-dire qu'il a beaucoup triangulé, comme on dit, avec l'extrême droite, s'est beaucoup servi de l'extrême droite médiatique pour installer un face-à-face, Ouais. se choisir l'extrême droite comme adversaire, au risque de la légitimer et de la faire monter. Ouais. Et là, finalement, on a le sentiment qu'il décide de lui confier les rênes du pouvoir, en tout cas Matignon, Ouais. c'est-à-dire la majorité à l'Assemblée nationale, parce qu'on Ouais. voit mal aujourd'hui comment, en si peu de temps, parce que le 30 juin et 7 juillet, enfin, il faut imaginer que les Français vont être en vacances, au début Ouais, des non, c'est vacances, fou. Ouais. ça pose d'énormes problèmes. Il a interdit les inscriptions sur des listes électorales pour les gens qui voudraient se remobiliser. La gauche n'a pas le temps de s'unir. Ouais. Donc Renaissance, le camp des présidentielles, n'a pas le temps de renaître. Donc depuis Ouais. 3 jours, il se passe des choses dans l'espace politique qui confinent au Ouais. grotesque Ouais, parfois. tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, le leader des Républicains, Éric Ciotti, donc ça c'est ce qui reste du parti de droite modéré, autrefois modéré, mais qui avait tendance à se radicaliser et à aller vers l'extrême droite, Ça, c'est il s'est l'ancien retrouvé. RPR, hein? C'est l'ancien RPR des années, fin des années Oui, 90? oui, oui, théoriquement, ce sont les héritiers du chiracisme. Or, Mhm. Chirac, c'est toujours lui, il avait gardé du gaullisme la volonté de faire échec à l'extrême droite. Et il a toujours été irréprochable de ce point de vue Ouais. comme président. Et l'un de ses derniers discours, d'ailleurs, quand il prend congé des Français, c'est de dire résister toujours à l'extrême droite, au Ouais. racisme, Oui, c'est à la ça. haine, à la xénophobie. Donc il y a une trahison par celui qui est censé incarner ce camp, Éric Ciotti, de toutes ces valeurs-là. Mais comme les autres leaders ne sont pas d'accord, ils sont allés forcer les portes Ah oui, non, du c'est siège fou. des Républicains. On s'est Ouais. retrouvé avec une scène, c'était du Buster Keaton, quoi. Donc, on Ouais. est dans une tragédie, mais dans cette tragédie, il y a des moments Ouais. burlesques. Et là, le compte Twitter des Républicains est C'est bloqué aussi. suspendu. Suspendu, voilà. Parce Bon, qu'aujourd'hui, dans la journée, il y avait le compte Instagram qui disait des choses contre le compte Twitter, parce que le compte Instagram ouais. était Il, toujours contrôlé par Ciotti. Enfin, c'est un truc dingue. ils perdent un petit peu de crédibilité. En tout cas, vu du Québec, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de burlesque, là, tout à fait, là-dedans. Là. Ah oui. Bon, je veux qu'on revienne au concept de triangulation, parce que quand on s'est écrit, quand je vous ai invité, vous m'avez envoyé un lien vers votre livre Jupiter et Mercure, que j'ai dévoré pour préparer Merci. l'entrevue. Et c'est François Mitterrand. Est-ce que c'est François Mitterrand le premier qui a joué cette carte-là de
dans le fond, de reconnaître l'adversaire, le Front national de Jean-Marie Le Pen à l'époque, avec le risque, oui, de le reconnaître, mais en même temps, de le dévoiler aussi, de l'obliger à jouer dans la lumière. Ouais, j'ai la thèse de ce livre qui date de 2021. Donc, j'avais écrit un premier livre sur les relations entre presse et pouvoir qui s'appelait Le contact et la distance avant l'élection de 2017. Et j'ai voulu écrire celui-là juste avant l'élection de 2022. Et donc, d'analyser le rapport entre Emmanuel Macron et les médias, mais en me servant des présidents précédents. Oui, Et ses références à lui sont à la monarchie, ça, il se réfère à cet oui, imaginaire-là. oui, Mais pour la Ve République, c'est De Gaulle et Pompidou. oui. Euh, mais en réalité, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que son modèle, c'est Mitterrand. Et le terme Jupiter, qu'il a utilisé une seule fois, mais qui fait qu'on l'a appelé comme ça ensuite, renvoie à la période Mitterrand. C'était le conseiller en communication de François Mitterrand, qui s'appelait Jacques Pilan, qui avait parlé de président jupitérien à propos de ce qu'il voulait faire de Mitterrand, c'est-à-dire quelqu'un qui est en surplomb des médias, sur Ouais, l'Olympe, et qui descend parmi les simples mortels quand il le ouais. décide à ses conditions, en choisissant ses chaînes de télévision, ses journalistes. Donc c'était vraiment une stratégie vraiment de contrôle des médias, de domination des médias, et qui, pour cette partie de l'extrême droite, alors c'est pas tellement Jacques Pilan, ça c'était des conseillers comme Ernu, comme Charras, des gens qui entouraient Mitterrand et qui ont joué un jeu très ambigu avec Jean-Marie Le Pen. Ouais. Et il est clair que Macron reprend le concept de président jupitérien, ça c'est assumé, mais il reprend aussi via un de ses conseillers qui s'appelle Bruno Roger Petit, qui était admirateur de ces combines de l'époque Ancien, Mitterrand avec ancien l'extrême droite, journaliste. Ancien journaliste. ancien journaliste. Et Ouais. en fait, moi, j'ai lu ce qu'il avait écrit avant de franchir le Rubicon et d'aller du côté de Macron. Et il Ouais. attendait un Jupiter. Il Ouais. attendait quelqu'un qui soit capable d'incarner un nouveau Mitterrand. Et lui admire aussi le principe de la triangulation avec l'extrême droite, qui revient donc non pas à devenir d'extrême droite, mais à choisir cet adversaire, à le valoriser dans les médias. Et dans le cas de Mitterrand, alors Mitterrand, le problème, et c'est à mon avis, c'est ce que je disais dans le livre, c'est ce qui me paraissait extrêmement dangereux. Quand Mitterrand fait ça dans les années 80, le Front National n'est pas un danger immense. D'ailleurs, Le Pen n'était pas candidat en 81 parce qu'il n'avait pas eu les 500 signatures. Ouais, ouais. Et c'est dans les années suivantes que François Mitterrand écrit, donc c'est très officiel, aux présidents de chaîne pour leur dire Jean-Marie Le Pen est quelqu'un de respectable, il n'a pas de place dans les médias publics, il est temps de l'inviter. Et c'est comme ça que Jean-Marie Le Pen devient un invité récurrent des émissions politiques de l'époque, avec des provocations permanentes, un Ouais. discours antisémite, une agressivité permanente à l'égard des journalistes. Mais enfin, à chaque fois qu'il intervient dans les médias, il se passe quelque chose. Ouais, Donc, ouais, il ouais. devient une figure médiatique connue des Français, et ça devient une famille, parce que c'est Ouais, toujours une ouais. espèce de mafia, la famille Le Pen depuis. On vit avec en France. Et, et là, dans cette période, d'ailleurs, on voit que Marion Maréchal, qui est sa petite nièce, revient en fait vers sa tante, qui est Marine Le Pen, alors Ouais, qu'elle l'avait trahi pour aller avec Eric Zemmour. Mais le principe de la famille revient toujours. D'ailleurs, ce que disait ouais. Eric Zemmour ce soir, et qu'il s'y attendait, parce que la famille Le Pen, bah, ils finissent toujours ensemble. On n'en sort pas de cette famille depuis 40 ans en France. Et dans le cas de Jean-Marie Le Pen, ça remonte à avant. Il a torturé en Algérie. C'est quelqu'un Ouais. qui a vraiment ce passé-là Ben d'une oui. France raciste et assumé comme tel, et, et, et qui plonge dans les racines de la collaboration. Le Front National a été fondé par en partie des collabos, et aussi donc du côté du FLN, enfin de, de, de l'OAS, donc ceux qui affrontaient le FLN en France, ces partisans de l'Algérie française qui étaient structurés par l'antigaullisme. Donc Ouais, Jean-Marie Le Pen, il entre en politique contre De Gaulle, et ouais. il est il soutient une droite qui se construit contre le gaullisme. Donc c'est Ouais. très paradoxal de voir aujourd'hui que Jordan Bardella ou Marine Le Pen se réfèrent constamment au général de Gaulle, alors qu'historiquement ils viennent du camp de ceux qui ont voulu tuer de Gaulle, aussi bien pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'au moment du combat pour l'Algérie française. Est-ce que c'est une façon de calmer le jeu? De dire, regardez, on nous dépeint comme des extrémistes de droite, on n'est pas si pire. Voyez, on rejette pas un héritage qui est démocratique, alors qu'on sait que, bon, on entend depuis. Éric Fassin était venu il y a quelques temps ici parler de l'illibéralisme. On est là-dedans, là.
Ah oui, clairement, on est là-dedans, mais ça, là pour le coup, on est obligé de sortir du cas français. C'est-à-dire que les démocraties libérales, c'est un modèle qui progresse en Europe. On a Orban en Hongrie, on a Meloni en Italie, qui sont des modèles pour Marine Le Pen, c'est-à-dire des gens qui ont enlevé la charge de radicalité qu'on associait à leurs prédécesseurs. Mélanie se réfère à l'héritage fasciste, mais elle prend bien soin d'apparaître comme compatible avec la construction européenne. Même la RAI, donc la télévision italienne, elle essaye de faire le ménage, mais sans que ça se voit trop. Ouais. Donc, Marine Le Pen et Jordan Bardella essayent de faire la même chose. Mais ce qui fait qu'ils ont pu être banalisés, normalisés dans l'espace médiatique, c'est la stratégie d'Emmanuel Macron. Ouais. C'est-à-dire que comme il entre en politique, et ça, ce que je raconte dans le livre, c'est-à-dire que dès 2016, dès le moment en fait où il se lance vers la campagne, où il sait qu'il va essayer de devenir président, son premier axe, c'est d'aller au Puy du Fou, qui est le centre Ouais. de parc divertissement fondé par Philippe de Villiers, une des grandes figures de l'extrême droite française, et il y va accompagné par des journalistes de Valeurs Actuelles, qui est à l'époque le grand hebdomadaire de la droite radicale. Et donc, il choisit ses journalistes pour l'accompagner. Il va voir Philippe de Villiers, il se prend en photo avec lui, il affirme qu'il n'est pas socialiste. Donc, il choisit d'aller vers ce camp-là. Et il n'a eu de cesse ensuite d'essayer de valoriser l'extrême droite en la choisissant comme interlocuteur privilégié. Et pour moi, il y a une scène qui est fondamentale et qui nous amène à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est le soir du premier tour de 2017, le 23 avril. Euh, le, le camp macroniste, dont la plupart n'ont jamais fait de politique avant, hein, les Mormons, ceux qui entouraient Emmanuel Macron, sont des gens qui sont arrivés en politique à ce moment-là. Mais ils viennent d'où, ces Et gens-là? alors, il y en a beaucoup qui viennent d'HEC, Ah ouais. donc une grande école de Ouais. communication. Il y en a qui viennent de Sciences Po, ce sont des gens très jeunes. Certains étaient autour de Dominique Strauss-Kahn, et avec ce Ah. qui s'est passé au Sofitel, voilà, ils ont vu un premier Ah élan ouais. brisé, mais ils se sont, après Strauss-Kahn, ils ont choisi Macron, Ah en ouais. fait, comme Ils ont de figure l'ambition. d'une. Voilà. Et donc, ce sont des gens qui sont assez novices en politique et qui commettent une erreur de communication majeure, mais qui en même temps annoncent tout ce qui va se passer ensuite. C'est-à-dire qu'ils font la fête au soir du premier tour, alors qu'ils sont face à l'extrême droite. Le soir du 21 avril 2002, et c'était fidèle à son engagement contre l'extrême droite, Jacques Chirac, quand il sait, et on avait appelé ça un coup de tonnerre, c'était la phrase de Lionel Jospin, donc l'adversaire socialiste de Chirac. Tout le monde attendait à ce qu'il y ait un face-à-face entre le Premier ministre, Lionel Jospin, et le président qui tentait d'être réélu, Jacques Chirac. Et puis finalement, énorme surprise, Jean-Marie Le Pen arrive devant Lionel Jospin. Donc, le même soir, Jacques Chirac sait qu'il va être élu, parce que là, à l'époque, le Front républicain fonctionne très bien, mais il décide de surtout ne montrer aucune manifestation de joie. Ce soir-là, il ne se passe rien. Ah ouais. Il interdit à tout le camp de présidentiel, à toute la droite, de manifester la moindre joie, parce qu'on doit rester grave et sérieux, et rigoureux et austère quand on est confronté à l'extrême droite. Et 15 ans plus tard, euh, dans la même configuration, c'est-à-dire qu'il n'est pas face à Jean-Marie Le Pen, mais il est face à sa fille, Emmanuel Macron fait la fête à la Rotonde, qui est un bar de Montparnasse, avec des personnalités du showbiz, avec Ah ouais. évidemment des journalistes, dont Bruno Roger Petit, dont je vous parlais, et tout le monde célèbre déjà la victoire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils nous disent ce soir-là très clairement, c'est que c'est une joie pour eux que d'être face à l'extrême droite, parce qu'ils ont diagnostiqué l'idée qu'il n'y a plus de clivage droite-gauche. Le seul clivage qui compte, celui qu'ils veulent faire exister, c'est le clivage entre le progressisme et le populisme Ouais. d'extrême droite. Et Ouais. donc, c'est l'adversaire idéal, c'est leur assurance de vie, c'est leur providence, Marine Le Pen. Et ils ont réussi à rééditer ce scénario 5 ans plus tard, sauf que Marine Le Pen fait plus de 40%, et que là, on sent l'inquiétude qui monte un peu partout, d'autant que dans la foulée, il ne parvient pas à avoir de majorité autre que relative à l'Assemblée. Et depuis, il est un peu coincé face à une extrême droite qui est de plus en plus puissante, mais au lieu de la mettre à distance, il choisit de continuer à Ah trianguler ouais. avec elle. Alors, ce qu'il faut rappeler, et ça, il n'est pas responsable de tout, c'est que dans le même temps, c'est structuré un espace médiatique autour de Vincent Bolloré, Ouais. qui n'a aucun équivalent dans l'histoire de la presse française. C'est un groupe présent dans l'audiovisuel, radio, télé, dans la presse écrite, maintenant, en ayant récupéré différents. Alors, au moment du Covid, c'est la fin de l'engagement de Bertelsmann, donc il y a une vingtaine d'hebdomadaires qui récupèrent comme ça, et c'est surtout la fin du groupe Lagardère, qui est un immense groupe de la presse Ouais. française, Ça, donc qui c'est récupère Paris Match. Paris Match, le JDD, Ouais, le Europe journal du 1. dimanche. Ouais, mais je veux Ouais. qu'on en parle de ça parce que sur Twitter, j'ai senti les grandes tensions quand l'Empire. Là, il faut dire, Vincent Bolloré,
ça a des répercussions au Québec parce que c'est l'employeur de Mathieu Bock-Côté Exact. qui ici n'est jamais dépeint comme quelqu'un qui travaille au service de l'extrême droite. On dit toujours que c'est un personnage controversé, il est aimé en France, on l'aime beaucoup ici, dans les Oui. médias, Ouais. mais en France, on sait où il loge. Et le journal du dimanche, donc, Bolloré, l'Empire Bolloré rachète ce journal. C'était quoi ce journal-là? Avant qu'il Alors, soit le acheté par Bolloré. c'est vraiment un coup de maître de Bolloré, et Paris Match aussi, encore plus Paris Match. Ce sont deux journaux qui sont apparus à peu près en même temps, 1948 pour le JDD, 1949 pour Paris Match, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont tous les deux beaucoup compté à la fin de la Quatrième République, mais surtout sous la Cinquième République. C'est-à-dire que le JDD, c'est pas un journal extrêmement diffusé, ça ne l'a jamais été. Enfin, il a tiré jusqu'à 800 000 exemplaires, mais Ouais. depuis les années 2000, c'était 200 000, c'est pas énorme. Et ça a encore baissé, là on est autour de 100 000 maintenant. Donc c'est pas énorme, mais par contre, longtemps il était en situation de monopole le dimanche. Et aujourd'hui encore, il garde la réputation d'être un journal proche du pouvoir. C'était le cas sous Sarkozy, c'est le cas sous Emmanuel Macron. C'est souvent le journal où on va avoir des rumeurs qui viennent, qui en Ah fait sont ouais. orchestrées par les ministères ou par l'Élysée, des interviews. Au moment du Covid, c'était là que Jean-Michel Blanquer annonçait toutes les mesures qui concernaient l'éducation nationale. Les profs apprenaient ce qui allait leur arriver dans les Ouais. pages de JDD, Ah au ouais, lieu de ouais, le OK. recevoir la communication officielle. Donc c'est un journal qui a la réputation de proximité avec le pouvoir et qui a un certain standing par conséquent. Ouais, ouais. Et toute l'habileté de Bolloré, là, c'était de le reprendre. Et sur le plan de la maquette, sur le plan de la matérialité, c'est exactement le même objet. Les unes sont construites pareil pour donner l'impression qu'on est toujours dans l'antichambre du pouvoir. Au début, c'était un peu truqué, c'est-à-dire qu'on faisait semblant d'avoir des interviews alors qu'il n'y avait pas d'interview des personnalités du Ouais. pouvoir. Mais en fait, alors que ça a fait un scandale en France parce que 97% de la rédaction est partie quand on a mis Geoffroy Ouais. Lejeune, ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, qui a été viré de Valeurs Actuelles parce que trop radical, trop d'extrême droite, mais il n'était pas trop d'extrême droite pour Bolloré, qu'il a mis là dans ce journal dont c'était pas du tout l'histoire. Et pour Macron non plus, parce que vous le dites dans votre livre, Emmanuel Macron et Lejeune, c'est ça, c'est Geoffroy Lejeune? Geoffroy Lejeune, ouais. Voilà, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont devenus des amis? En tout cas, ils ont été vus régulièrement ensemble. Oui, alors ça passe beaucoup par Bruno Roger Petit, qui, outre qu'il a donc théorisé la triangulation avec l'extrême droite, est un ancien chroniqueur de Ouais. Pascal Pro, grande figure de CNews, qu'il a connu alors à l'époque où c'était encore iTélé, et il a fréquenté Geoffroy Lejeune à ce moment-là. Et donc il est devenu ami à ce moment-là, lui, clairement, avec des membres du cercle rapproché de l'extrême droite médiatique. Il a gardé des liens avec eux et ils ont leurs entrées à l'Élysée grâce à lui. OK. Mais après, ça a été le choix d'Emmanuel Macron. Alors, pour quelle raison? Moi, je suis pas psychologue, j'analyse juste le fonctionnement des médias et je constate que c'est quelqu'un qui n'a jamais accordé d'interview au Monde depuis 2017. Ce qui est une rareté quand même, c'est Ah ouais, le hein? journal de référence. Ouais. Et il a choisi, surtout depuis l'affaire Benalla, de tenir ce journal à distance, alors que c'est celui qui est le plus proche de ses idées. Mais précisément, il n'a pas accepté que dès la campagne de 2017, le Monde fasse preuve d'autonomie, d'indépendance vis-à-vis de lui. Le Monde avait titré le candidat sans programme à l'époque de la campagne de 2007. Il n'a pas supporté. Donc depuis, il a des rapports Ah très ouais. durs et il ne leur accorde pas d'interview. Et à côté de ça, voilà quelqu'un qui accorde des interviews, une interview fleuve à Valeurs Actuelles, à l'époque où Geoffroy Lejeune le dirigeait, Ouais. et qualifie à l'époque ce journal de très bon journal qu'il faut lire pour savoir ce que pense la droite française. Donc, et c'est quelqu'un qui a, Ah ouais. par le biais de Bruno Roger Petit, échange régulièrement avec Pascal Pro, qui a été accueilli à l'Élysée. Donc, il y a un lien assez paradoxal, mais qui correspond à cette triangulation dont je vous parle. Ouais, On ouais. tient à distance les médias dont on est proche, parce qu'on ne les estime pas assez soumis, justement, à la ligne voulue par le pouvoir. Et en revanche, on crée une relation ambiguë, et parfois complice avec des médias d'extrême droite. Vous rappelez dans votre livre, je crois que c'est dans votre livre que j'ai lu ça, que 6 des 12 plus grandes fortunes françaises ont investi massivement dans la presse, dans les médias, alors que c'est un secteur qui est pas rentable. On est vraiment dans une campagne de marketing pour ces familles-là. On parlait de Vincent Bolloré, c'est quelqu'un qui a des bon, il y a des rumeurs un peu, nauséabondes qui nous arrivent d'Afrique, de ses affaires. Parlez-nous de lui un peu parce qu'ici, on en a très peu parlé. On n'en parle jamais de Vincent Bolloré, dans les médias québécois. Qui est-il? Alors, Bolloré, c'est quelqu'un qui vient d'un empire industriel, mais qui n'a rien à voir avec la presse. En fait, moi, je le compare beaucoup à Murdoch. Je pense que c'est son vrai modèle. Euh, il y a les prédécesseurs en France de grands groupes d'extrême droite comme François Coty dans l'entre-deux-guerres,
mais qui a échoué parce qu'il n'a pas su comprendre l'univers des médias. C'est pas non plus l'univers de Bolloré, contrairement à Murdoch, qui vient du papier OCB, du papier à cigarette. Donc c'est Ah le ouais. papier, mais pas le papier journal. Non, non. Et donc la famille Bolloré s'est construite autour de ça avant d'acquérir des participations un peu partout, et notamment effectivement en Afrique. On en a entendu parler pour la première fois, en tout cas en France, pour le grand public, dont je faisais partie, en 2007, quand Nicolas Sarkozy est élu. Nicolas Sarkozy avait annoncé qu'il allait se retirer dans un monastère pour habiter la fonction. Et en fait, il part avec sa femme qu'il essaye de récupérer, Cécilia, sur le yacht de Bolloré. Et c'est comme ça que Ah ce ouais. nom germe. On apprend que Bolloré est très proche de Sarkozy. Et cette complicité reste aujourd'hui. Sarkozy essaye de faire le lien entre Bolloré et Macron. Ah ouais. Et donc Bolloré, c'est un empire industriel avant de devenir un empire médiatique. C'est quelqu'un qui se situe à l'extrême droite, une extrême droite réactionnaire, catholique, Ouais. d'un catholicisme très traditionnel, attaché à la pureté du sang, de la race. Donc c'est une droite maurassienne, on dirait, qui Ouais. puise son origine dans l'anti-dreyfusisme de la Belle Époque et dans cette presse de l'entre-deux-guerres qui était violemment hostile aux minorités. Ouais. Et en France, cette extrême droite-là n'est plus antisémite, en tout cas elle ne le dit plus, mais elle a substitué l'ennemi musulman à l'ennemi juif. L'ennemi aujourd'hui, bon, c'est toujours l'étranger, la Ouais, figure de ouais. l'étranger, inassimilable, ça, l'extrême droite, c'est Ouais. toujours ce qui la caractérise, mais le bouc émissaire, l'étranger dont il faut se débarrasser, ça n'est plus le juif, c'est le musulman. Voilà. Et Et donc, ouais, il a vas-y, construit un excuse-moi. empire médiatique à partir des années 2010, en acquérant des participations dans des médias, d'abord dans la TNT dans les années 2000, puis après, il fait un coup royal, c'est-à-dire que c'est très compliqué à expliquer, mais les fréquences TNT, les fréquences des chaînes de télévision n'appartiennent pas aux manias des médias. C'est ça que le grand public français ne comprend pas. Il n'admet pas qu'on touche ensuite à ces news ou à ces chaînes-là, mais en fait, elles n'appartiennent pas à ces manias de la presse. Ces fréquences sont publiques. Ouais, c'est comme ici, c'est comme Et au Canada, c'est la même chose. bah oui, c'est comme ça dans beaucoup de Et on donne pays. des licences. On donne des licences et elles sont gratuites en France, Voilà. mais en échange du respect d'un certain nombre d'obligations. Comme si Voilà. vous avez un vélo que vous prêtez à quelqu'un, vous avez envie qu'il vous soit rendu en bon état et en ayant respecté le code de la route. Ça Voilà, ouais, paraît voilà, ouais. normal. Ouais, ouais. Mais en fait, l'extrême droite et une grande partie du grand public ne le comprend pas, ça, en France. Et donc, on lui donne gratuitement des fréquences de TNT dans les années 2000, qui va revendre à prix d'or à Canal+. Ah Donc, on ouais. lui donne quelque chose gratuitement qui revend très cher. Et grâce à l'argent qu'il récupère, plusieurs centaines de millions, il va ensuite prendre des participations dans Canal+, et racheter Canal+. Donc sa fortune Oh, médiatique là, je vous ai et perdu par la contre. prise de possession du groupe Ah, Canal, c'est de l'argent qui lui vient de la vente de ses fréquences, notamment C8, dont il avait bénéficié gratuitement. Et à partir de Canal, ouais. et de tout ce qui va avec, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit que ça n'est pas rentable. Lui, il fait un pari inverse, c'est-à-dire qu'il s'est débarrassé de toutes ses activités quasiment autres que les médias, et il fait un Ouais. empire un peu à la Murdoch, c'est-à-dire il fait le choix qu'avec des synergies entre l'audiovisuel, la presse écrite, la musique, puisqu'il est très présent dans la musique, le cinéma, puisqu'il est très présent dans le Ah cinéma, ouais. l'édition, puisque Ouais. à un moment il avait les deux premiers éditeurs français, finalement l'Europe l'a obligé à vendre le numéro 2 pour acheter le numéro 1. Ah ouais. Et avec tout ça, vous pouvez avoir un groupe qui est cohérent. Avec, ouais, vous lancez un groupe de musique, par exemple, Ouais. il va être diffusé sur Canal+ et sur C8. On Ouais. va faire des articles positifs dans la presse écrite. On va faire On va des en parler à livres sur le CNews. changement de Ouais, c'est pression. ça. Ouais, voilà, voilà. C'est la Tout synergie. cela va Ouais. circuler. Et c'est ce qui fait sa force aussi d'un point de vue politique, c'est qu'il y a des effets de boucle. C'est-à-dire que vous lancez une idée. On l'a vu dès la campagne de 2022, ils n'ont pas gagné l'élection au sens où Éric Zemmour, qui venait de ce groupe-là, n'a fait que 7%, ce qui était un score décevant. Mais en revanche, ils ont imposé des thématiques. C'est-à-dire Voilà. qu'on a parlé immigration, identité, islam, parce que c'était les thèmes que CNews et C8, TPMP, l'émission Ouais. de Cyril Hanouna, avaient imposés dans l'espace médiatique. Le grand Et donc, ils remplacement, ont le eu. grand remplacement est devenu un objet de débat alors que c'est une théorie complotiste. Et surtout que ça vient d'une figure, Renaud Camus, qui est un écrivain qu'on ne voyait plus depuis 20 ans dans les Ouais. médias, parce qu'il sert de référence à tous les attentats anti Ben musulmans oui, dans le monde ben oui. entier. C'est-à-dire Ouais. que chaque fois que vous avez un meurtrier qui tue des musulmans, il se réclame de Renaud Camus. Donc à un Ouais. moment, les médias avaient dit on va le tenir un petit peu à distance. Et bien en fait, en pleine pré-campagne, c'est au moment où ces thématiques se cristallisaient, CNews fait le choix de l'inviter et de le célébrer. C'est-à-dire qu'on dit, il déroule son argumentaire en disant que le grand remplacement, c'est un génocide par substitution. C'est le 31 octobre Ah ouais, 2021. ouais. Et donc, il explique aux Français qu'ils sont en train d'être génocidés de l'intérieur par ces populations venues d'ailleurs. Et ce Ouais. qui est très frappant, c'est que dans
les mois qui ont suivi, on n'a parlé que de grands remplacements. C'est fou. Alors, Ouais, quand on ici aussi, regardait ouais. c'est ce qui est incroyable, c'est que dans les préoccupations des Français, c'est déjà l'inflation, le pouvoir d'achat, des problématiques concrètes de la vie de tous les jours. Et en fait, les médias ont accepté, et même les médias hors Bolloré, hein, ont Ouais. accepté de ne Ouais, parler que des thématiques imposées par Bolloré. Et ouais. ça, c'est une situation à laquelle on n'était pas préparé. On n'a pas de groupe dans notre histoire similaire justement à ce que fait Murdoch, ce qu'il a fait au moment du Brexit, ou ce qu'il a fait avec l'élection de Trump. On n'avait pas connu ça en France. Il y a eu des velléités dans les années 20, 30, mais qui ont échoué. Et donc, on se retrouve avec une situation totalement nouvelle et nos outils de régulation qui datent des années 80 sont insuffisants par rapport à Ah ça. ouais. Et ça a Ah été la ouais. force du groupe Bolloré. D'abord, l'insuffisance de ces outils de régulation et un président ambigu, pour ne pas dire davantage, qui a Oui. favorisé Ouais. l'arrivée de ces thématiques. Et là, l'écosystème médiatique français, présentement, est-ce que de l'autre côté, il y a une réponse possible ou on est dans l'Empire Bolloré et peut-être ce qui est le plus à droite dans le paysage politique. Puis après ça, on a des groupes. En fait, je connais pas bien l'écosystème français, là, mais médiatiquement parlant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à cet empire-là ou il est en train de s'étendre un peu partout? Ce qui pourrait répondre, c'est l'audiovisuel public, qui est très puissant en France et qui n'a jamais eu une aussi bonne image et d'aussi bons résultats d'audience. Ouais, Avec une image d'irrévérence à l'égard du pouvoir, alors qu'il est plutôt marqué à gauche, mais il y a une recherche de pluralisme malgré tout. ouais. Et il a été constamment attaqué sous Emmanuel Macron, qui les a privés de leurs ressources de financement, qui était la redevance. Et pour l'instant, on n'a pas de solution pérenne pour remplacer la redevance. Donc, on est face à une fragilisation économique et une mise en cause permanente par le macronisme qui relaie là encore les thématiques Bolloré, parce que Bolloré, il veut affaiblir ces médias-là. Bien sûr. Et Macron était très dur envers La l'audiovisuel honte de la français. République a Public, été dit ouais. dès 2017. Et parce Ouais. que, en fait, il est dans une tradition gaullienne et pompidolienne, hein, Pompidou qui disait que l'ORTF c'était la voix de la France, l'ORTF c'est l'ancêtre de l'audiovisuel public, et De Gaulle a créé l'ORTF avec l'idée de répondre à des médias écrits qui lui étaient hostiles, il Ouais. estimait, et il disait la presse est contre moi, la télévision est à moi. Et Macron, il est dans cet héritage-là, c'est assumé chez lui. Et donc, bah, pour lui, la télévision, il lui appartient. Il comprend pas qu'elle Non. soit dans l'irrévérence. Mais ce faisant, il a encore une fois réalisé l'agenda de l'extrême droite. C'est-à-dire Ouais. qu'on a affaibli les ressources de l'audiovisuel public. Là, il y a des humoristes qui sont exclus de France Inter Oui, parce qu'il y a la pression des médias Bolloré et on exauce cette volonté. ouais, Donc, il y c'est a un fou. affaiblissement de cet espace des médias publics au moment même où ils ont des records d'audience. Ouais. Et pour ce qui est des autres médias privés, ils sont pour beaucoup d'entre eux en déclin. Vous avez des acteurs comme Patrick Drahi qui est ruiné, Lagardère est ruiné également et Ouais. racheté par Bolloré. Bertelsmann, groupe allemand, s'est retiré et cherche à se retirer de la télévision. Donc il s'est retiré de la presse écrite, il cherche à se retirer d'M6 et Ah RTL qui ouais. contrôlent encore. Et vous avez des nouveaux acteurs qui seraient plus compatibles avec le macronisme, Rodolphe Saadé notamment, ou Daniel Kretinsky, qui sont vraiment des acteurs qui prennent et qui s'étendent, qui eux seraient proches de Macron, sauf que ce qui est très spectaculaire, c'est que pour l'instant, Emmanuel Macron et l'exécutif préféraient s'exprimer dans les médias Bolloré, donc Ah le ouais. JDD, CNews, Europe 1, plutôt que dans les médias de ces oligarques qui sont proches d'eux. C'est fou. C'est fou, Et oui. Alexis Lévrier, vous rappelez aussi que, parce qu'ici, au Canada, au Québec, il y a des rumeurs de fusion entre la télé publique anglophone et francophone. Il y a Radio-Canada en français, Radio-Canada en anglais. Et on veut fusionner les deux. Ce qui s'est jamais fait, c'est toujours deux services distincts pour respecter les particularités de chaque groupe linguistique. Et vous rappelez que l'extrême droite ne va pas nécessairement détruire ou fermer les médias publics. Au contraire, ils vont les réformer pour s'en servir, pour relayer leurs idées politiques. Moi, c'est le pari que je fais, même si c'est pas leur discours, hein. Pour l'instant, ils Ouais, l'ont encore répété récemment, ils veulent les privatiser et ça rapportera 3 milliards, donc ils vont faire ouais, une partie de leur réforme avec cet argent-là. Mais c'est à peu près ce qu'on a annoncé en Hongrie, en Pologne, en Italie. Et en fait, ces démocraties libérales se structurent autour de médias proches du pouvoir en place et au service de l'extrême droite, hein. C'est ce qu'Orban a fait, ce que Meloni a fait. Mais ils ont aussi besoin d'un audiovisuel public sous contrôle. Donc ouais. moi, je crois que Emmanuel Macron a tout fait, enfin involontairement, j'espère que c'est involontaire, pour favoriser leur vue, c'est-à-dire l'affaiblissement des médias publics, et puis la fusion, vous avez un interlocuteur unique.
Ouais. C'est sous De Gaulle, c'était ça. Et même avant De Gaulle, avant De Gaulle, il y avait la RTF, avant Ouais. l'ORTF. Et quand le premier ministre de l'Information de De Gaulle, son presque seul ministre de l'Information, Alain Peyrefitte, a raconté que quand il est arrivé dans son bureau, qui donnait ministre de l'Information, il a découvert qu'il y avait des boutons de sonnette comme dans les châteaux Ouais. du temps jadis. Et ces boutons de sonnette servaient à appeler les gens des différentes radios, des différents médias publics qu'on pouvait convoquer à tout instant. Et en fait, on reste dans cette tradition-là, Ouais. déjà sous De Gaulle et Pompidou, mais imaginons que ce soit repris par un dirigeant d'extrême droite, c'est l'idéal, c'est le Ouais. rêve absolu. Vous Tout avez un à fait. interlocuteur unique qui va faire la pluie et le beau temps dans les médias publics. Donc moi, le pari que je fais, si l'extrême droite arrive, c'est qu'ils vont très vite renoncer à leur projet de privatisation et qu'ils vont placer des gens à eux partout dans les médias publics. Alors, on le voit en ce moment avec la RAI pour Mélanie, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ce qui a changé avec l'extrême droite, c'est c'est illibéral, c'est pas dictatorial. Non, c'est ça. Il reste des élections, il reste le cadre européen, il y a un certain nombre de contraintes dont il faut tenir compte. Donc, ce que Mélanie essaye de faire, c'est de briser les résistances internes, mais ces résistances, elles existent encore. Donc, il faut s'attendre, si l'extrême droite gagne dans 3 semaines, à ce qu'il y ait dans les médias publics des interventions des journalistes, une mobilisation de la société civile, j'en ferai partie, comme Ouais. beaucoup d'autres, Ouais. pour essayer de sauver ce qui peut l'être. On va terminer avec le Front populaire qui semble se concrétiser. J'ai entendu un petit montage de quelqu'un d'autre sur Twitter de France. Et déjà, à CNews, entre autres, là, on démonisait la couverture médiatique de la campagne qui s'annonce. Là, vous la voyez un peu comment. On va terminer avec ça, mais je ne vais pas trop vous retenir. Vous êtes déjà généreux. Là, on est au-delà de 30 minutes. Ça va jouer dur, mais en même temps, en fait, est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que Pour le Front l'universitaire est populaire, inquiet? Ouais, ben, je dirais pour la gauche, parce que c'est un balado de gauche ici. Alors évidemment, nous, notre perspective, on aimerait que la gauche reprenne du poids de la bête. Au Québec, c'est difficile aussi. Médiatiquement aussi, on sent que le traitement de la gauche est toujours difficile. Et j'ai l'impression qu'avec ce qu'on vient de dire sur l'Empire Bolloré, sur l'écosystème médiatique français, ça va être difficile. ah oui, alors ça va être difficile même dans les médias qui sont pas contrôlés par Bolloré. Et là, le problème, il est politique autant que médiatique. C'est-à-dire que moi, ce que je regrette dans cette dissolution, c'est qu'elle ne laisse pas à la gauche le temps de se structurer. Ouais. Le rapport de force a changé avec les européennes, c'est-à-dire qu'en 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est donc une ligne assez radicale Oui, et qui s'est énormément radicalisé depuis 2022, oui. qui a fait le ménage chez lui, qui s'est débarrassé de toutes les figures un peu consensuelles pour installer une brutalisation du débat public. Sur Gaza notamment, Ouais, ouais, mais ouais. aussi qui relaie en fait le discours poutiniste. Hein, les insoumis ont refusé d'être présents à l'Assemblée lorsque Zelensky a été C'est reçu. étonnant, ça, non? Ben, Mélenchon a une histoire singulière, c'est-à-dire qu'il vient d'une gauche assez consensuelle. Ouais, Et il a fait toute sa carrière dans la politique, il a toujours été élu toute sa vie. ouais, Sous la gauche plurielle, donc sous Lionel Jospin, il était plutôt dans une gauche très modérée. ouais, Il disait toujours qu'il fallait défendre Lionel, protéger Lionel. Et puis, il s'est découvert une vocation révolutionnaire ouais. depuis le début des années 2000 et qui ne cesse de De se se déployer. radicaliser. Alors, je sais pas pourquoi il fait ça. C'est quelqu'un qui était contre le port du voile et qui maintenant est sur un discours très communautariste. Ouais, Et moi, ce que je regrette beaucoup, c'est que il a fait ressurgir un antisémitisme de gauche. ouais. Et je pense pas du tout que lui le soit, hein. Mais il a joué avec ça. Euh, et malheureusement, ça a pris dans l'opinion Mais là, publique. quand vous dites antisémitisme de gauche, est-ce que c'est simplement, on fait l'amalgame que ceux qui supportent la Palestine sont nécessairement antisémites? Parce qu'on l'entend, ça aussi, cette espèce de rhétorique ici, Non. où il y a vraiment un discours antisémite. Je pense, comme je vous disais, je pense pas que Jean-Luc Mélenchon le soit. Ouais, Je pense pas que la plupart des leaders insoumis le soient non plus, mais ils ont un discours ambigu. ouais, Euh, et je trouve qu'il faudrait être très clair. Et notamment, on l'a vu, c'est pour ça que je dis qu'il y a deux gauches quand même. Elles auraient pu se rapprocher. Dans l'histoire, il y a toujours eu plusieurs gauches. ouais, Le ouais. Front populaire, c'était ça d'ailleurs. Et l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, il arrive alors que les gauches sont vraiment sur des Ouais. oppositions très fortes. Donc, il faut pas croire. Et même la gauche plurielle, elle était plurielle, justement. Donc, simplement, la gauche, parfois, et c'est le seul, elle est toujours minoritaire dans le paysage politique, mais Ouais, parfois, elle arrive au pouvoir quand elle parvient à s'unir. Et ouais, donc, on pouvait l'imaginer pour 2027, parce que le rapport de force a changé avec les Européens et que les Européennes et que la gauche social-démocrate, portée par Raphaël Glucksmann, ouais. avait presque atteint le score du macronisme, Et beaucoup de macronisme de gauche était en train de revenir vers la gauche.
Et donc moi, ce que j'espérais, comme électeur de gauche que je suis aussi, c'est que ces Ouais, deux gauches puissent se rapprocher. Mais ça ouais, pouvait pas être autour de ce discours trop radical ouais, ouais, ouais. Ça de demandait Jean-Luc du Mélenchon. temps. Ça demandait encore du temps. Voilà, il fallait du temps pour construire ça. Je sais qu'il y a des figures qui y travaillent. Ouais, Et c'est vrai aussi du discours sur les médias. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a construit un discours très radical sur les médias, pas simplement contre l'espace Bolloré, mais pour lui, tous les journalistes sont vendus au grand capital. ah Et c'est un ouais, discours qui est très manichéen, qui ne correspond pas à la réalité ouais, du journalisme, et qui est pour moi un discours dangereux. ouais, Et moi, ce qui m'a fait de la peine, c'est que le soir des résultats des européennes, euh, il y a eu d'emblée à République des manifestants insoumis qui se sont réunis et ils s'en sont pris à Raphaël Glucksmann. C'est au lieu de l'extrême ah droite est à ouais, 35%, enfin pas loin, mais c'est contre Glucksmann qu'on s'en prend et au son de ah ouais, ouais. sionistes, on aura ta peau. Donc là, pour le coup, l'antisémitisme était évident. Ah ouais, ok. Donc Ah ouais, ouais. et comment dépasser cette opposition entre deux gauches qui sont à ce point opposées sur la Palestine, en tout cas pas sur la Palestine, parce que Glucksmann, il était pour un État palestinien aussi, mais Ouais. les insoumis ont refusé, par exemple, de reconnaître que le Hamas est un mouvement terroriste. Ah ouais. Et on ne sait pas, là, si en 3 semaines, on va trouver un point d'accord. Chloé Riedel du Parti Socialiste disait il n'y aura pas d'accord si les insoumis ne reconnaissent pas Ouais, que le Hamas est un mouvement terroriste. Mais je ne vois pas Mélenchon se déjuger. ouais, Donc je ne suis pas sûr, j'ai le sentiment que ça arrive trop tôt. Donc c'est pas, alors, il y a le problème des médias Bolloré qui ouais, estiment qu'effectivement le danger c'est l'extrême gauche, etc. ouais. Le Et que wokisme, il y a etc. plus Ouais. d'extrême droite. Mathieu Bock-Côté a contribué à ça en France, c'est-à-dire que il a fait en sorte que sur CNews le terme extrême droite ne soit plus employé. En Ouais, revanche, toute la gauche est extrémiste. L'extrême ouais, gauche est ouais, partout, ouais. mais Voilà. l'extrême droite n'est nulle part Ouais, ouais. sur CNews. Ouais, ouais. Et là encore, s'il y a une guerre lexicale qui est menée par le groupe Bolloré, qui est Ouais, en grande partie gagnée, donc on qualifie d'extrême gauche Mélenchon, alors que maintenant, quand on voit dans la plupart des médias parler du Rassemblement national ou de Reconquête, on parle de droite nationale ou ouais, de droite euh, radicale à la ouais, limite, mais pas d'extrême droite. Le ouais, terme extrême ouais, droite, les médias Bolloré ont réussi à le marginaliser. ouais, ouais. Et alors que le terme extrême gauche, il est employé partout. Ça, c'est une des conquêtes des médias Bolloré. Mais par ailleurs, il y a un vrai problème politique, et là, les journalistes sont obligés d'en parler, entre deux gauches qui ne se parlaient plus. Ouais. D'ailleurs, Glucksmann se tient à l'écart de cet accord, et cet accord paraît un accord de circonstance. Et la gauche a 3 semaines pour s'unir autour de désaccords qui sont tellement profonds que ça me paraît Ouais. impossible et que je Bon. suis donc assez pessimiste. Mais on va suivre ça, Alexis Lévrier. Merci d'avoir accepté de participer à la balado et je vais me permettre de vous réécrire et de vous réinviter un peu plus tard pour faire le point. Avec grand plaisir. On va laisser les choses aller. Merci infiniment. J'espère que d'ici là, l'expression sera toujours libre en France et qu'on aura le droit de Oui, s'adresser à nos amis québécois sans être surveillés par les j'espère. agents du pouvoir. J'espère. Merci. Merci à vous, à bientôt.